Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Kevin Lemoyec sur notre thématique sur les NAO et plus spécifiquement comment les préparer. Donc je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice Jury Travail et comme je le disais, je suis accompagnée de Kevin Lemoyec. Donc bonjour Kevin. Bonjour Myriam. Bonjour Mylène, pardon. Mylène. Bonjour à tous. Kevin qui est juriste expert du coup chez Jury Travail depuis, il me semble, 7 ans, c'est ça? Petit point sur Jury Travail, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail, qu'est-ce que c'est? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans et 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité juridique pour vous et rédigent des dossiers, des modèles de lettres, des modèles de contrats qui vont pouvoir vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services au quotidien, services que nous avons conçus spécialement pour les professionnels. Alors, quels sont-ils du coup ces services-là? Nous avons conçu 2 formules, Pro et Premium, qui vont vous permettre de contacter un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Ces formules-là vous permettent également d'accéder à l'ensemble de notre base documentaire, donc tous nos dossiers, nos modèles de lettres, nos modèles de contrats qui sont bien évidemment à jour des derniers textes de loi. Et vous pourrez profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement à l'issue de notre webconférence à aller sur le site de Jury Travail pour découvrir du coup nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux évidemment à votre entreprise. Nous allons pouvoir désormais rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la négociation annuelle obligatoire. Cette négociation obéit à une procédure stricte déterminée par le Code du travail. Vous avez différentes étapes, les invitations à négocier, l'ouverture des négociations, le déroulement également des négociations, la conclusion d'un accord d'entreprise ou non. Nous allons du coup avec Kevin détailler l'ensemble de ces étapes-là, voir quelques entreprises sont concernées, vous allez pouvoir voir si vous êtes concerné. Et à l'issue de la webconférence, Kevin répondra à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Pour détailler l'ensemble de ce vaste sujet que sont les NAO, on a divisé la webconférence en 6 grandes étapes. Dans un premier temps, nous allons traiter des entreprises concernées par les négociations annuelles obligatoires. En deuxième temps, qui négocie les NAO, qui peut en demander la tenue. Ensuite, nous allons faire un point sur les objectifs de la NAO et les thèmes à aborder. Ensuite, comment bien négocier les 3 grands thèmes obligatoires avec votre délégué syndical. Dans une 5e partie, nous allons vraiment faire un focus sur le déroulement de la NAO et Kevin vous expliquera ensuite la procédure pour l'issue de la négociation avec 2 cas de figure, l'accord abouti ou un accord qui n'a pas été trouvé à l'issue des négociations. Donc, si tu le veux bien, Kevin, nous allons pouvoir commencer avec la première grande partie, qui c'est quelles entreprises, du coup, sont concernées par les NAO. Et dans un premier temps, toutes les entreprises doivent-elles ouvrir des NAO? Exactement, c'est vraiment la question de base, à savoir, est-on sous l'obligation d'ouvrir ces négociations annuelles obligatoires? Alors, la réponse est relativement simple. Vous devez ouvrir des négociations annuelles obligatoires à partir du moment où dans l'entreprise est constituée une ou plusieurs sections syndicales représentatives. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait eu lors des élections du CSE une liste syndicale qui s'est présentée et qui a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés pour avoir son critère de représentativité.
Donc, dès lors qu'une ou plusieurs sections syndicales représentatives sont présentes dans l'entreprise, il faut ouvrir des NAO. Il s'agit de dispositions dites d'ordre public, c'est-à-dire qui sont obligatoires même en cas d'accord. C'est-à-dire qu'un accord collectif ne peut pas venir supprimer ces NAO ou un accord entre les parties ne peut pas venir les supprimer non plus. Donc, dès lors que vous avez ce délégué syndical, si vous êtes à plus de 50 salariés, ou qu'un membre du CSE est désigné délégué syndical si vous êtes à moins de 50, vous devez ouvrir ces négociations. Merci Kevin. Donc, quand ouvrir ces négociations en 2023 ? Alors, assez simplement, 1 an après les dernières. Ce qui est important de retenir là-dessus, c'est à partir de quand on lance ce délai d'1 an. Et la réponse est située dans une circulaire qui n'est plus très récente, c'est une circulaire du 23 décembre 1986, qui va dire que le point de départ de ce décompte d'1 an est la date de début de la dernière négociation, donc la date de la première réunion qui a ouvert les précédentes NAO. Donc ça, c'est lorsqu'on a déjà eu des négociations annuelles au sein de l'entreprise. S'il n'y en a jamais eu, dans ce cas-là, il n'y a pas de délai fixé par les textes pour l'organisation de cette première. Donc, un délégué syndical nouveau qui vient d'arriver, il n'y avait pas de syndicat avant dans l'entreprise, un syndicat arrive, obtient sa représentativité. Là, dans ce cas-là, il faut organiser les premières NAO dans un délai quand même relativement raisonnable. Il est préférable de les organiser dans l'année civile, pas au-delà. Très bien. Et quelle périodicité doit-on respecter ? Alors, au niveau de la périodicité, c'est là où, c'est ce qu'on verra tout à l'heure au niveau des 3 blocs, il faut séparer un petit peu ces blocs. Ce que je vous dis, c'est sauf accord d'adaptation interne à l'entreprise, c'est-à-dire un accord qui viendrait modifier ces durées. Donc, dans les entreprises qui comportent au moins une section syndicale, il faut ouvrir au moins une fois par an des négociations sur le bloc concernant la rémunération, l'égalité professionnelle, hommes-femmes, qualité de vie au travail, etc., ce qu'on verra plus tard. Et dans les entreprises de plus de 300 salariés, une petite précision, s'il s'agit d'une entreprise européenne qui a plus de 300 salariés et au moins 150 salariés en France, ça fonctionne aussi, il faut ouvrir des négociations au moins tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui est le 3e bloc qu'on verra tout à l'heure. Excusez-moi, je vois sur le chat, excusez-moi pour le bruit du vent, ça tape dans la fenêtre, c'est un petit peu bruyant. Tous les ans pour les 2 premiers blocs, tous les 3 ans pour le 3e bloc, sachant qu'un accord peut venir modifier ces délais et à partir du moment où ça n'est pas au-delà de tous les 4 ans. Donc, un accord d'adaptation peut permettre, par exemple, d'avoir la négociation sur les salaires tous les 2 ans au lieu de tous les ans. Donc, sans accord tous les ans et tous les 3 ans par la GPEC, avec accord, et bien ensuite ce que dit l'accord. Merci Kevin, c'est très clair. Et s'il n'y a pas de section syndicale dans l'entreprise, mais uniquement un CSE, mener des NAO est-il obligatoire ? Alors non. Dans la mesure où vous n'avez pas de section syndicale, pas de délégué syndical, pas de section syndicale représentative, l'obligation de la mise en place des NAO n'existe pas. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de négocier avec le CSE à partir du moment où il n'y a pas de délégué syndical. Pour rappel, dès lors que vous avez un délégué syndical, il a la primauté des accords collectifs. Donc, seul lui peut signer un accord collectif. S'il n'y a pas de délégué syndical, on peut négocier avec le CSE. S'il n'y a pas de délégué syndical ni même de salariés mandatés dans le CSE par une organisation syndicale. S'il n'y a pas donc de section syndicale représentative, on peut négocier un accord avec le CSE comme n'importe quel type d'accord. Dans ce cas-là, on ne va pas vraiment parler de NAO. Les NAO sont vraiment avec le délégué syndical, mais on va plutôt parler d'une négociation directe avec le CSE sur lesquelles on ne va pas appliquer les règles qui entourent les NAO. Par contre, il n'est absolument pas interdit, si un employeur le souhaite, de calquer l'ensemble des obligations de la NAO dans un accord collectif pour avoir
quelque chose de similaire, obligatoire à faire avec le CSE. Ça n'a pas forcément grand intérêt parce que l'employeur se rajouterait peut-être beaucoup de choses, mais pour le dialogue social, ça peut être intéressant de se prévoir une négociation annuelle, pas forcément sur tous les thèmes, mais au moins sur les salaires, pour encadrer tout cela avec son CSE. Merci beaucoup, Kevin. Effectivement, on entend bien le vent chez toi. Ça souffle bien. On va pouvoir passer à la seconde partie du coup. Qui négocie les NAO et qui on peut en demander la tenue? Alors, il est très important de garder à l'esprit que l'obligation d'ouvrir les NAO repose sur l'employeur. Il s'agit d'une disposition là aussi d'ordre public. Un accord ne veut pas prévoir que c'est au syndicat, par exemple, de demander l'ouverture des négociations. C'est à l'employeur de prendre l'initiative systématiquement. Attention à ne pas oublier, parce que le fait de se soustraire à cette obligation peut être passible d'une année d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. L'amende étant multipliée par 5 pour la personne morale, donc pour l'entreprise, on va plutôt en règle générale aller taper sur l'entreprise pour cela. Donc c'est quelque chose à ne surtout pas oublier, à ne pas attendre que, que les syndicats le demandent. Donc la date anniversaire d'1 an de la première réunion, on n'oublie pas de prévoir notre deuxième. Donc ensuite, notre négociation se déroule entre l'employeur et le délégué syndical. Et j'insiste vraiment sur le délégué syndical, pas le CSE. Seul le délégué syndical participe à la négociation. Le délégué syndical, par contre, est en droit d'inviter des salariés de l'entreprise à la négociation. Le Code du travail permet cette invitation à partir du moment où il n'y a que le nombre de salariés invités soit égal à celui des délégués de la délégation, sauf s'il y en a un où là, dans ce cas-là, il peut y avoir 2 salariés. En pratique, on ne va pas prendre un salarié lambda, ça n'a pas forcément trop d'intérêt, c'est surtout le délégué syndical peut venir accompagné d'un salarié membre du CSE, en règle générale. Donc, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs, l'employeur d'un côté, le délégué syndical de l'autre, avec possiblement des invités. Ce délégué syndical peut toujours, pour finir, demander à l'employeur de respecter ses obligations s'il ne le fait pas, mais à partir de ce moment-là, on est déjà dans l'illégalité. Merci beaucoup. Quels sont les objectifs du coup de la NAO et quels thèmes sont à aborder? Alors, les objectifs de la NAO, ils sont assez clairs. C'est de forcer à la négociation dans l'entreprise afin d'assurer un dialogue social au sein de cette dernière. Le législateur a voulu rendre obligatoire des négociations de façon régulière. Et donc, pour cela, les NAO ont été mises en place et elles prévoient 6 thèmes de négociation qui ont été répartis en 3 blocs. Donc, pour rappel, les 2 premiers blocs, c'est pour tout le monde. Le 3e bloc, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et s'il s'agit d'une entreprise européenne, il faut qu'elle fasse plus de 300 salariés et qu'il y ait au moins 150 salariés en France. Alors, le bloc 1 des NAO, ça va être probablement le plus important au niveau des négociations parce que c'est celui qui va intéresser tous les salariés et ce qui va en règle générale les intéresser le plus. Ça va être le bloc qui va concerner la rémunération, donc possiblement en règle générale des demandes de hausse de salaire. Le temps de travail, on va pouvoir y régler les problématiques de durée et d'organisation du travail. On va prendre pour exemple là une entreprise, parce que ça c'est quand même assez fréquent, une entreprise qui serait sous la convention Syntec, donc la convention des bureaux d'études, qui veut mettre en place des forfaits jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la convention Syntec est un petit peu à la ramasse au niveau des forfaits jours, elle ne peut pas être utilisée comme ça. En plus, elle est très restrictive, elle ne permet qu'aux positions 3, avec des rémunérations assez élevées, au moins 120% du salaire minimum conventionnel. Ça peut être l'occasion, dans cette négociation sur le temps de travail, de prévoir un accord interne pour ouvrir ce forfait jour à d'autres salariés. Pour rappel, il est possible, depuis les ordonnances Macron, de déroger à certaines dispositions des conventions collectives à partir du moment où celles-ci sont dans le bloc 3. Donc,
tous les sujets qui ne sont ni dans le bloc 1 ni dans le bloc 2, c'est du bloc 3, on peut y déroger. Donc ça peut être l'occasion, par exemple, de s'intéresser à la Syntec, à cette histoire de forfait jour qui, en règle générale, pose toujours problème. On peut également, dans ce bloc 1, négocier sur le partage de la valeur ajoutée. Donc ça va être tous les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale, de plan retraite en entreprise, mais on peut également, dans ce cas, prévoir une négociation qui est très à la mode en ce moment sur la prime de partage de la valeur qui, jusqu'au 31 décembre prochain, est entièrement, peut-être exonérée d'un certain nombre de charges. Ce sera toujours possible après, mais avec moins d'exonération. Donc, le bloc 1 va concerner essentiellement tout ce qui va viser tous les salariés, rémunération, temps de travail, partage de la valeur. Le bloc 2, il a aussi une importance, une assez grande importance et souvent peut-être un petit peu trop, on passe souvent un peu rapidement dessus alors qu'il est très important. Il va concerner l'égalité professionnelle homme-femme, notamment toutes les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération. Et le deuxième sujet va être ce qu'on appelle la QVCT, la qualité de vie et conditions de travail, qui est quelque chose d'assez récent. Alors, la qualité de vie existait déjà, mais surtout au niveau des conditions de travail, où il y a eu une grosse réforme en 2022, et où beaucoup de questions peuvent se poser. Et là-dedans, on va y trouver, je vais vous donner quelques exemples qu'on voit beaucoup. Ça va être des sujets comme par exemple la parentalité, faire un accord pour améliorer les conditions du congé parental, mettre en place pour des temps partiels, des maintiens de cotisation au niveau de l'assurance retraite, prévoir des dons de jours de repos aux salariés, au bénéfice d'un salarié assumant la charge d'un enfant atteint d'un handicap, mettre en place une crèche d'entreprise, des services de proximité type conciergerie d'entreprise, prévoir des aménagements du temps de travail pour des salariés en charge d'une personne handicapée, les proches aidants. On peut parler aussi du télétravail, des horaires variables pour les réunions, pour éviter que des réunions se déroulent trop tard le soir, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses à voir au niveau de ces accords QVCT, et ça, on va le trouver donc dans ce fameux bloc 2. Et enfin, le troisième bloc qui, pour rappel, est réservé aux entreprises de plus de 300 salariés, ça va être ce qu'on appelle la gestion des emplois ou des parcours professionnels, qu'on appelle aussi la GPEC ou la GEP, G-E-2-P. Donc là, le but de cela, ça va être, par exemple, la mobilité géographique et professionnelle, les grandes orientations concernant la formation professionnelle, etc., etc. Donc ça va être un bloc 3 qu'on va voir moins souvent parce que ça va viser essentiellement des grandes entreprises. Il est intéressant d'apporter une petite précision sur cela, sur un accord national interprofessionnel d'avril 2023, donc très récent, qui préconise d'évoquer la transition écologique et d'engager dans chaque négociation une réflexion systématique sur la possibilité de prendre en compte les enjeux environnementaux. Ces enjeux environnementaux qui sont évoqués dans votre BDES E, il est possible d'avoir une réflexion sur tout cela. Ça n'est pas une obligation. L'accord national interprofessionnel donne juste un mode d'emploi pour cela, pour s'engager sur les enjeux écologiques. Donc c'est une petite nouveauté d'avril dernier. Merci beaucoup, Kevin. Petite question de nos participants, de Steven. Nous sommes obligés d'ouvrir la négociation, mais pas d'augmenter les salaires. Nous sommes bien d'accord? Totalement. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est une obligation de négocier, pas de conclure un accord. Merci, merci Kevin. Nous pouvons passer à notre quatrième grande partie du coup sur les 3 grands thèmes obligatoires. Comment bien les négocier? Alors, au niveau de ces 3 grands thèmes obligatoires, comment bien les négocier? Avant tout, avant même de réfléchir à la négociation au fond, il est impératif de vérifier la convention collective pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est que votre convention collective, elle peut mettre en place des choses particulières concernant ces négociations, mettre en place des obligations supplémentaires.
Donc, systématiquement vérifier la convention collective, voir s'il n'y a pas des choses à faire en plus. Jamais en moins, mais toujours en plus dans ces cas-là. La deuxième raison est de voir s'il n'y a pas des choses particulières aussi à prendre en compte. Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un accord qui viendrait augmenter les salaires et qui ne serait pas encore étendu, donc pas forcément applicable dans votre entreprise si vous n'êtes pas membre d'une fédération patronale. Donc, à vérifier toujours cette convention pour les salaires. On peut aussi se dire, bon, la convention a augmenté les salaires de 2%, donc je vais me prévoir une marge de 2% dans ma négociation. Il faut également vérifier s'il n'y a pas des dispositions particulières sur certains points. Alors, j'utilise souvent l'exemple de la Syntec, mais par exemple, vous êtes une entreprise sous la Syntec qui recourt au forfait jour et vous vous rendez compte que vos forfaits jours, en réalité, ne sont pas du tout valables parce que vous les avez mis sur des positions 2, alors que la Syntec n'impose que sur la position 3, la position 2.3 n'étant pas encore étendue. Là, vous vous dites, je risque d'avoir un risque de condamnation avec des rappels d'heures supplémentaires, donc je vais intégrer ça dans ma négociation parce que j'ai absolument besoin d'avoir un accord collectif là-dessus pour déroger à la Syntec. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier sa convention collective et se dire, 1, est-ce qu'il y a des choses particulières à prévoir? 2, est-ce qu'il y a des augmentations de salaire qui vont arriver? Et 3, est-ce qu'il n'y a pas des éléments dans ma convention collective qui font défaut, qui me posent problème et auxquels je pourrais déroger par un accord collectif? Donc c'est peut-être le moyen d'user de cette négociation pour pouvoir avoir un accord des partenaires sociaux, notamment en échange de noces de salaire, accepter telle et telle chose. Donc, la première chose à faire, c'est vérifier cette convention collective. Ensuite, il faut toujours rester dans l'esprit qu'on doit avoir une négociation sérieuse et loyale. Donc, pour qu'elle soit sérieuse et loyale, la première des choses, c'est de s'assurer que la BDESE est à jour. Il faut l'utiliser pour vérifier les écarts de salaire, notamment hommes-femmes, et également pour essayer d'avoir une idée des marges de manœuvre dont on va disposer. Cette négociation qui se déroule entre l'employeur et son représentant et la délégation, cette négociation, il faut garder en tête que cette négociation, lorsque vos délégués syndicaux vont venir, il faut considérer ce temps comme du temps de travail. Ce ne sont pas des heures de délégation. Donc, votre négociation loyale et sérieuse, c'est également ne pas faire l'erreur de demander aux délégués syndicaux d'utiliser leurs heures de délégation pour ces négociations. On est vraiment sur du temps de travail classique. Et également prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement des délégués syndicaux, surtout lorsque le siège et l'établissement où ils travaillent est éloigné. Et très important également, tant que la négociation est en cours, on ne peut en aucun cas prendre des décisions unilatérales qui concernent la collectivité des salariés. Donc, on peut accorder une augmentation individuelle à un salarié, mais pour que la négociation soit sérieuse et loyale, on ne court-circuite pas la négociation en faisant passer des décisions unilatérales pendant la durée des négociations. Sauf, évidemment, situation d'urgence. Si une situation d'urgence l'exige, là, on peut le faire. Si demain, on a un nouvel épisode de Covid qui revient et qu'on se retrouve tous confinés, qu'il y a besoin de mettre tout le monde en télétravail, qu'il n'y a pas d'accord en télétravail, mais que vous êtes en pleine négociation de la NAO, il peut s'entendre qu'une décision unilatérale passe pour accorder, par exemple, une indemnisation forfaitaire au télétravail. Donc, pas de DUE, sauf urgence. Merci beaucoup, Kevin. Petite parenthèse, tu parlais tout à l'heure de la BDESE. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà télécharger le guide complet qui a été rédigé par nos juristes sur notre site. Je crois qu'Élodie vous a également transmis le lien. N'hésitez pas, le guide est à jour. Et pour rester sur la... Comment ? Exactement. Et pour rester sur la BDESE, petite question d'une de nos participantes. Si la BDESE, je vais y arriver, ne contient qu'une année 2022, comment pouvons-nous négocier dans ce cas ? Alors, il faut que la BDESE soit à jour. Donc, même si effectivement, on prend souvent l'année précédente, la problématique, c'est que il peut y avoir un accord dans l'entreprise qui va dire, notamment dans les accords d'adaptation, qui va dire l'employeur remet tel document. Donc là, comme ça, on suit l'ensemble de ces documents.
La BDESE, c'est vrai que ça va dépendre de la taille de l'entreprise, mais il faut essayer de la mettre à jour de façon régulière. Même si, effectivement, pour les plus petites entreprises, la mise à jour est annuelle, sauf grosse nouveauté ou grosse chose importante qui viendrait intervenir. Cette BDESE, normalement, il faut essayer de toujours la garder à jour. Sinon, il y a un risque de délit d'entrave derrière. C'est très clair, merci beaucoup Kevin. Du coup, nous allons pouvoir passer à notre 5e grande partie. Comment se déroule du coup une NAO et avec une première étape qui est la convocation. Alors, la première étape, effectivement, la convocation. Il faut nécessairement convoquer l'ensemble des parties, donc l'ensemble des délégués syndicaux, à cette négociation avec telle heure, telle date, tel endroit. Il est préférable de faire ça par courrier recommandé, accusé de réception ou remise en main propre contre décharge afin d'avoir la preuve de cette remise de la convocation. On va également, dans cette convocation, donner une liste des informations que l'employeur remet au délégué syndical. Ça peut être la BDESE, ça, même si la BDESE est accessible, ça peut être d'autres éléments d'information qui pourraient être remis. Il est important, pour que le dialogue social se passe le mieux possible, de donner un maximum d'informations aux partenaires sociaux pour éviter que des points de blocage puissent se faire. Et notamment que des partenaires sociaux qui, du fait du manque d'informations, notamment sur les résultats financiers de l'entreprise, qui ne leur permettrait pas de connaître la marge de manœuvre que pourrait avoir cette entreprise, aillent un peu se braquer au niveau de la négociation et que on tourne un petit peu en rond pendant toutes ces réunions. Donc, il vaut mieux pour améliorer le dialogue social, donner un maximum d'informations. Juste pour une information et ouvrir une petite parenthèse qui peut être intéressante là-dedans, et surtout au niveau de la BDES, le CSE n'est pas consulté sur les projets d'accord collectif. Donc, il ne sera pas consulté sur CNAO, il sera informé d'un certain nombre de choses qui vont en ressortir, mais il n'est pas consulté. Alors, pourquoi je vous parle du CSE à ce moment-là? C'est en rapport avec la BDESE. Lorsque vous remettez la BDESE que le délégué syndical regarde la BDESE, c'est quand même un gros tableau qui peut être difficilement compréhensible et le délégué syndical n'a pas la possibilité de le faire expertiser. Par contre, il peut toujours demander au CSE de faire faire cette expertise. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour bien préciser que le CSE n'a pas de rôle dans les NAO. Par contre, indirectement, de par les expertises, il peut avoir une influence. Merci Kevin. Donc la deuxième étape, c'est la réunion préparatoire. Alors au niveau de cette réunion préparatoire, comme son nom l'indique, ça va être de préparer l'ensemble de la négociation. Donc, on va négocier, alors c'est pas vraiment une négociation à ce niveau-là, mais ça permet de se mettre d'accord sur pas mal de choses, sur le lieu de la négociation, le calendrier des réunions, les informations qu'on donne, les dates de remise des informations. On va rappeler le contenu de chacun des blocs de la négociation. Donc, on reprend l'ensemble du contenu précisé par le Code du travail, ou à défaut, si on a un accord d'adaptation, on reprend le contenu de l'accord d'adaptation. Les modalités de négociation également sur lesquelles qu'on va devoir préciser. Donc, cette première réunion, ça va être essentiellement un objectif de communiquer un planning et de s'assurer de l'accord des partenaires, de l'ensemble des partenaires sur ce planning. Merci beaucoup Kevin. Du coup, la dernière grande partie sur le déroulement des NAO, donc l'issue de la négociation. Deux possibilités. La première, la négociation aboutit à un accord. Alors, dans le cas où la négociation aboutit sur un accord, ce qui est souvent le cas, parce qu'il n'y a pas que le salaire, c'est pas aboutir sur un accord sur tout, c'est aboutir sur un accord, au moins sur quelque chose. Donc, dans ce cas-là, on fait notre accord collectif sur lequel il est bien, au moins en préambule, de résumer ce que chaque partie a proposé, sur
quoi on est tombé d'accord pour pouvoir comprendre les enjeux de cet accord. Et donc, si cet accord est validé, donc pour rappel, il sera validé s'il obtient une approbation des syndicats salariés représentant une majorité de 50% des suffrages exprimés ou de 30%, mais à la condition que l'accord soit approuvé par un référendum d'entreprise. Donc cet accord sera validé. Donc toujours bien garder en tête, 50% donc des voix, donc pas forcément des personnes présentes, hein, vraiment 50% des voix. Donc un syndicat par exemple qui aurait 60% des voix et deux autres qui auraient 20 chacun, le syndicat qui a 60% des voix peut signer seul parce qu'il représente 60%. S'il n'y a que 30% d'approbation, là dans ce cas-là, il faut nécessairement passer par un référendum d'entreprise pour le faire valider. Donc une fois que notre accord est validé, comme tout accord d'entreprise, on le dépose sur la téléplateforme Téléaccord et on en envoie un exemplaire au greffe du Conseil des prud'hommes. Et c'est tout. N'oubliez pas, quand on fait un dépôt d'accord sur la téléplateforme, d'anonymiser un certain nombre d'informations, notamment les noms et prénoms de l'ensemble des participants. Il faut toujours se garder à l'esprit que ces accords sont publics et sont très facilement accessibles via une recherche sur Google. On peut passer à la seconde situation, le cas où aucun accord n'est trouvé à l'issue des négociations. Alors, si aucun accord n'est trouvé à l'issue des négociations, pour rappel, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il s'agit d'une obligation de négocier et pas de conclure un accord. Donc, si aucun accord ne ressort de cette négociation, on doit faire un constat d'échec. Et ce constat d'échec, qui est une obligation d'ordre public, hein, donc là aussi on ne peut pas y renoncer via un accord collectif ou un accord entre les parties, il prendra la forme d'un procès-verbal d'échec. Ce procès-verbal d'échec va permettre de démontrer qu'il y a réellement eu une négociation. Alors, quand on parle de négociation réelle, ça veut dire que, par exemple, deux parties qui viennent avec des propositions infaisables et qui tournent en rond, qui ne cherchent pas à négocier, ça n'est pas un échec, c'est une négociation qui n'a pas été loyale. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une tentative de négociation avant de pouvoir faire ce procès-verbal d'échec, ce procès-verbal de désaccord. Donc, ce procès-verbal, on le rédige et ensuite on le dépose. On le dépose exactement comme un accord. Donc, c'est à l'employeur de le faire. Il le dépose sur la téléplateforme et il en envoie copie au greffe. En cas de besoin, notre dossier sur les NAO contient un modèle de procès-verbal de désaccord parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle officiel sur cela. Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas à le télécharger. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces réponses. Nous allons donc pouvoir passer à vos questions. Si nous n'avons pas le temps, si Kevin surtout n'a pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, vous pouvez les poser directement sur le site de Jury Travail. Nos juristes vous répondront au plus vite avec grand plaisir. Donc Kevin, première question de nos participants. Peut-on décider d'espacer la périodicité des réunions ? Bien sûr, il est toujours possible via un accord d'adaptation de modifier les réunions et notamment cette périodicité. Cet accord d'adaptation, donc là on en parle pour l'espacement dans le temps, mais il peut contenir beaucoup d'autres choses. L'accord d'adaptation, donc au niveau de la durée, c'est au moins une fois tous les 4 ans. Donc sur l'ensemble des 3 blocs. Donc pas d'accord d'adaptation qui vont prévoir des NAO tous les 5 ans. Et il est possible également de négocier dans cet accord d'adaptation le contenu de chacun des thèmes, donc de ces 3 blocs, les calendriers, les lieux de réunion, les informations que l'employeur doit remettre au négociateur, donc au délégué syndical.
c'est évidemment un accord. Donc, ça n'est pas l'employeur qui unilatéralement peut décider de changer la périodicité de ces négociations. Ça relèvera forcément d'un accord qui ne sera pas forcément facile à obtenir. Donc, c'est pour ça qu'on le voit, hein, mais c'est pas le changement de périodicité n'est pas forcément très fréquent. Et le fait d'aller jusqu'à tous les 4 ans, c'est très long. Donc, moi, honnêtement, j'en ai jamais vu allant jusqu'à 4 ans. Merci Kevin. Quelles sont les sanctions en cas d'absence des NAO? Alors, en cas d'absence de NAO, les sanctions peuvent être assez lourdes parce que vous avez déjà un risque d'une peine d'1 an de prison et 3 750 € d'amende. Amende multipliée par 5, donc ça doit faire dans les 18 750 € d'amende pour l'entreprise si jamais elle ne met pas en place ces négociations annuelles obligatoires. Pour information, en cas de récidive, les peines sont doublées. Donc là, ce sera l'inspection du travail qui viendra constater cette absence de mise en place de négociations sur alerte probablement des syndicats. Il risque également le délit d'entrave. Le délit d'entrave, par exemple, on va l'avoir s'il ne convoque pas toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. On va convoquer 3 syndicats, mais le 4e, c'est toujours compliqué avec lui. On va oublier de le convoquer. Non. C'est pour ça qu'il faut bien envoyer tout ça par courrier recommandé à clé de réception pour bien démontrer que ça a été fait. Et il y a également des sanctions administratives et des risques de pénalité financière parce ça peut entraîner une réduction, voire une suppression d'un certain nombre d'allègements de charges sociales, notamment lorsque il y a un manque de négociation au niveau de l'égalité homme-femme. Il y a cet risque de réduction d'allègement et d'une suppression si jamais les choses ne sont pas réglées à l'avenir. Merci beaucoup Kevin. Autre question de Rémi cette fois. Quelle est la forme que l'employeur utilise pour présenter ses propositions? Il n'y a pas de formalisme à ce niveau-là. Ce qui est bien, c'est toujours de toute façon que les deux parties viennent avec un projet d'accord. Comme ça, on aura notre brouillon sur lequel on pourra s'appuyer. Et d'un côté, vous aurez les syndicats qui vont faire leurs demandes, notamment d'augmentation salariale, et de l'autre côté, l'employeur qui va venir avec son projet d'accord, ses projets d'augmentation, et ensuite, on négocie. Il n'y a pas de formalisme à ce niveau-là. On est vraiment face à face. Il n'y a pas forcément besoin de s'envoyer ces projets d'accord et puis on réfléchit. On peut faire ça autour d'une table. C'est de la négociation. Mais sinon, aucun formalisme. Merci. Concernant les documents à fournir, est-ce que l'employeur doit les envoyer ou obliger le syndicat à consulter dans le bureau de la RH? Alors, vous allez avoir, notamment au niveau de la BDSE, là, où il s'agit de documents qui sont consultables. Donc, on peut rendre leur consultation et interdire leur copie. Par contre, il faut que la consultation soit aisée. Donc, le bureau de la RH, c'est toujours problématique parce qu'il suffit qu'elle soit pas là et que le bureau sera fermé. Donc, c'est toujours problématique ce type de choses. Il faut que cette consultation soit vraiment aisée. Ensuite, au niveau des autres informations qui pourraient être fournies, ça va dépendre de l'accord collectif, s'il y en a un, ou du bon vouloir parfois de l'employeur. Donc, à ce niveau-là, tout dépendra du commun accord des parties, en dehors de cette BDES. Merci beaucoup, Kevin. Et la dernière question, est-ce que l'employeur vote? Alors, il n'y a pas de vote. Il faut faire attention, on n'est pas sur un vote comme au CSE, on est sur une négociation qui va être signée entre deux parties. D'un côté, l'employeur, de l'autre côté, les organisations syndicales, et il faut obtenir au moins 50% des suffrages dans les organisations syndicales. Donc, il faut l'accord de ces deux côtés. Donc, si l'employeur n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, il n'a pas à prendre part à un vote qui pourrait être organisé parmi les membres des syndicats, s'ils en ont envie, ils ne sont pas obligés. Mais s'ils en ont envie, ils peuvent voter entre eux pour essayer d'être unanimes, même si on ne le voit jamais, ce genre de choses. Mais l'employeur ne prend jamais part au vote parce qu'il ne s'agit pas d'un vote, il ne s'agit pas d'une consultation, mais vraiment d'un accord. Donc l'employeur compte pour un
il faut qu'ils disent oui. Et de l'autre côté, les partenaires sociaux comptent pour un, il faut qu'ils disent oui. Chacune des parties a un peu un droit de veto sur ces accords. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces réponses. Pour aller plus loin, Elodie vous a envoyé les liens dans le chat et n'hésitez pas à télécharger d'ores et déjà notre dossier sur la NAO, également nos modèles de l'aide, donc des modèles de convocation des délégués syndicaux, ou comme vous en a parlé Kevin, le modèle de PV de désaccord sur les NAO. Vous avez également dans le chat le dossier, le lien vers le dossier sur la BDESE. Je vais y arriver, on a eu pas mal de questions dessus. Je vous invite vraiment à aller voir notre guide rédigé par nos juristes qui est très bien fait et qui répondra à toutes vos questions à ce sujet-là. Exactement. Et pour ne pas oublier, Steven, il n'y a rien à négocier au niveau de la BDESE. Elle est imposée par la loi, donc l'employeur doit la fournir. Mais voilà. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup de votre participation et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 30 novembre, pour notre prochaine webconférence sur les entretiens annuels et les entretiens professionnels avec notre juriste Alexandra Marion. Et le 7 décembre, notre webconférence, cette fois-ci avec Hugo Michelot, notre juriste également, sur les contrats commerciaux et comment les rédiger. Merci à tous. Merci, Kevin. Merci à toi. Et passez une très bonne journée. À bientôt. À bientôt.